Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Contrairement à ce que cette charmante pagode chinoisante derrière moi pourrait laisser croire, notre émission n'a pas migré vers l'Empire du Milieu, puisque nous sommes en plein Paris, dans le parc du château de Bagatelle. Cette fabrique est l'une des nombreuses curiosités qui enchantent la découverte du domaine, érigé par le comte d'Artois en 1775. Évocation du pavillon chinois d'origine, elle témoigne de l'intense curiosité que nourrit l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles à l'encontre de cet empire aussi lointain que mystérieux. Si ce goût pour la Chine se manifesta dans les arts décoratifs à travers le phénomène de la chinoiserie et dont les salons de l'hôtel Daniel à Paris offrent encore un remarquable exemple de par leur tenture et le mobilier, le phénomène est plus riche et complexe qu'il n'y paraît. C'est ce qu'évoque le magnifique ouvrage collectif coordonné par Vanessa Alerac Fielding, maître de conférences en civilisation britannique et 18e à l'Université de Lille, intitulé Rêver la Chine et publié aux éditions Inuenit. Celui-ci propose une analyse minutieuse et passionnante de la relation entre fantasme et réalité, entre le vieux continent et l'empire du milieu, du siècle de Louis XIV à celui des Lumières. Et pour notre interview, nous avons la chance d'être accueillis dans la galerie de l'antiquaire Marc Philippe, où nous allons rejoindre de ce pas notre invité. Vanessa Alerac Fielding, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur qui a la chance d'être installé dans la galerie Marc Philippe, une des plus jolies galeries du carré rive gauche. Et on peut remercier à double titre Marc Philippe car il a été pour cette émission notre scénographe. C'est lui qui a présenté les objets évoquant la chinoiserie sur ce plateau, comme vous le savez. Notre émission a la particularité de toujours commencer en faisant réagir notre invité, justement au décor l'entourant. En quoi le décor qui est composé ici a un rapport avec votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Rêver la Chine, aux éditions Inuenit. Oui, bonjour. Eh bien, c'est un privilège en fait d'entrer dans ce décor puisque nous sommes plongés, nous replongeons dans un décor du XVIIIe siècle entouré de chinoiserie et ce décor représente bien en fait l'attirance pour les objets chinois, pour l'exotisme chinois avec du mobilier laqué, des porcelaines, des petits objets aussi et des objets de luxe. Des objets qui représentent un raffinement dans la société et un raffinement dans le décor. Donc il me semble que c'est le décor le plus merveilleux qu'il puisse avoir pour parler de ce livre. D'accord. Alors, lorsque j'ai cherché un endroit pour accueillir cette émission, j'ai d'abord pensé à un endroit qui proposerait une chinoiserie complète, c'est-à-dire une chinoiserie avec des lambris, des objets, etc. Et finalement, j'ai eu les plus grands mots du monde parce que, excepté 3-4 grandes chinoiseries très connues et qui se trouvaient en travaux, comme ça nos spectateurs sauront tout, eh bien je me suis rendu compte qu'il ne restait pas tant que cela, dans des endroits très connus, au moins en région parisienne, des chinoiseries. Par exemple, je pense tout simplement à Versailles. Si on compare avec les grands palais royaux d'Europe, à Madrid, en Suède, à Saint-Pétersbourg, enfin partout, il reste des exemples remarquables d'endroits chinoisants, et pas en France ou en Île-de-France et dans le palais que je viens de mentionner. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi la chinoiserie a disparu? C'est peut-être une question de goût et de changement de goût et de mode. La France a regorgé de cabinets chinois, de salons chinois. Versailles a eu le cabinet des Chinois avec des panneaux peints par la reine Marie Lesinska qui sont toujours là mais qui ne sont plus à Versailles. D'accord. Et en fait, il est possible que le goût néoclassique ait remplacé le goût de la chinoiserie. C'est vrai que la chinoiserie correspond aussi à un engouement du rococo, à une période du rococo. Et lorsque le goût néoclassique est revenu, eh bien les modes changent, les goûts changent. Et il est peut-être possible d'expliquer cette disparition visuelle, même si on a les archives, on a les traces, du décor de la chinoiserie en France. La France est victime d'être le pays de la mode, peut-être. Alors, on nous entend parler de chinoiserie depuis le début de cette émission. Ça a l'air d'être quelque chose de convenu entre nous. Mais peut-être qu'il est bon de rappeler
Qu'est-ce qu'on entend par ce mot de chinoiserie? Qu'est-ce que c'est la chinoiserie? Oui, c'est une définition qui n'est pas en plus aisée à donner. De manière générale, on pourrait qualifier la chinoiserie tout objet, alors objet à la fois matériel ou texte, qui évoque la Chine, à la fois un objet chinois par exemple, qui évoquerait donc la Chine pour un public européen, mais aussi bien sûr tous les objets façon de la Chine, comme on disait, c'est-à-dire qui ont été décorés, créés dans le goût chinois en Europe, donc le mobilier, la décoration. Alors, ce disant, même si le phénomène de la chinoiserie est dans le sujet qui nous intéresse, Rêver la Chine, l'aspect on va dire le plus spectaculaire, le plus visible, votre ouvrage n'est pas un ouvrage uniquement consacré à la chinoiserie. Votre propos est plus large, plus ambitieux. Justement, quelle est donc l'ambition exacte de votre livre? Alors, le livre déjà est l'aboutissement d'un projet de recherche, d'un partenariat entre le Musée des Beaux-Arts de Lille et l'Université de Lille. Et justement, il cherchait à croiser les regards, à montrer que la fascination que l'Europe a éprouvée pour la Chine ne se faisait pas que dans un sens, que la mondialisation des échanges montre aussi que la Chine a été très intéressée par l'Europe et par les transferts de technologies européennes. Et le livre, en fait, a pour l'ambition d'essayer de retracer ces regards croisés, ces échanges artistiques, philosophiques, esthétiques entre les deux contrées ou les deux continents. Et l'ambition n'est pas justement de se limiter à aborder la chinoiserie de façon décorative. Au sens de l'art décoratif. Voilà, c'est aussi l'idée de montrer qu'il existait en Chine une sorte d'occidenterie ou une européennerie, c'est-à-dire un pendant à la chinoiserie, si on peut l'appeler comme ceci. Donc voilà, donc une proto-mondialisation. Une proto-mondialisation. Voilà. Et donc le livre a été donc soutenu par l'Agence nationale de la recherche, qui justement a cherché à nous encourager à approfondir cette question des regards croisés, surtout dans un contexte de mondialisation actuelle. Finalement, le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle, c'est le moment de la première mondialisation. Ce sont nos grands-pères, en fait, nos grands-parents. Alors, tout de suite, une question me vient. Il y a effectivement un ancrage très lillois dans la rédaction, dans l'élaboration de ce livre. Et vous évoquiez le Musée des Beaux-Arts de Lille. Est-ce qu'il y a au Musée des Beaux-Arts de Lille des exemples remarquables de chinoiserie? Est-ce que ce musée présente, ne fait pas que tenir ce propos, mais aussi l'illustre? Oui, alors dans le département des arts décoratifs, toute la faïence du nord de la France et la céramique du nord de la France y est exposée avec de très beaux exemples, notamment d'assiettes, de plats et de magots. Il y a toute une collection de magots très intéressante. Et puis il y a aussi des albums concernant la sériculture, notamment, qui sont exposés au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc le partenariat a aussi été fondé à partir des collections qui existaient. Voilà. D'où l'ancrage lillois. Exactement. Alors, le titre m'interpelle parce que quand on dit « rêver la Chine », le propre d'un rêve, c'est qu'au moment où on se réveille, il n'en reste pas grand-chose. Pourquoi avoir appelé ce titre « Rêver la Chine » ? Est-ce que cette première mondialisation n'était qu'un écran de fumée ? C'est une très bonne question. On aurait pu aussi l'appeler le cauchemar de Chine si nous étions intéressés à la sinophobie au 19e avec les guerres de l'opium. Alors, le titre « Rêver la Chine » représente en fait véritablement cette idée que les connaissances sur la Chine au XVIIe et XVIIIe siècle arrivent à la fois par l'intermédiaire des textes et des comptes rendus des jésuites, mais aussi par l'intermédiaire des objets distribués par la Compagnie des Indes. Et en fait, se forme autour de cette image de la Chine à la fois des connaissances réelles, mais à la fois un fantasme, une fantaisie de la Chine à travers les objets. Finalement, on ne connaissait pas grand-chose de la Chine. Tous les comptes rendus, finalement, arrivent de seconde main. Et notre idée, c'était de nous intéresser justement à ce mélange d'imaginaire, de fantasme et de réalité. Car tout écrit sur la Chine ou tout objet est filtré par un regard. Et ce regard, au XVIIe et XVIIIe siècle, est empreint d'amour pour la Chine, ce qui est moins le cas. Qui dénature un petit peu. Mais dans le rêve, il y a toujours une partie de réalité qui est déformée, qui est transposée. D'où ce titre de rêver la Chine, non pas rêver de Chine, mais rêver la Chine, se l'imaginer, se l'approprier, avec ses réalités et avec une partie de fiction. D'accord. Alors, il y a aussi une chose qui m'a étonné, vous précisez bien que votre propos va concerner les XVIIe et XVIIIe siècles. Et quand on pense, là encore, si on en revient vraiment à la chinoiserie, elle continue pourtant d'avoir une expression extrêmement vivace au XIXe siècle. Donc pourquoi vous avez arrêté votre propos au XVIIIe siècle ? Alors, notre propos était aussi de montrer une articulation entre l'esprit des Lumières et surtout la question de la modernité que l'on peut imaginer
si on devait la définir, cette modernité, ça pourrait être justement une attitude critique, un œil critique sur les sociétés. Et donc, travailler sur la Chine au XIXe siècle, c'est s'intéresser à la sinophobie, s'intéresser à différents types d'esthétique. Il y a l'esthétisme, il y a l'influence du Japon aussi qui arrive. Et donc, ça fait trop grossir le propos. Il y a aussi des questions politiques comme l'Empire. Et donc, le propos n'est plus le même, puisque pour nous, nous avons imaginé cette question du rêve comme étant articulée à l'esprit des Lumières et à cette découverte de l'autre. Donc, passer au 19e, c'est un autre propos qui mériterait certainement un autre livre. Bien. Alors, on vous a un petit peu entendu expliquer qu'à partir de la Chine, là, pour l'instant on a envisagé la Chine à partir de l'Europe, mais vous avez dit qu'à partir de la Chine aussi, il y a eu une sorte d'occidenterie ou d'européanerie. Est-ce que vous voulez un peu nous en parler? Parce que souvent on a l'impression que la Chine n'était pas du tout dans le même positionnement par rapport à l'Europe. D'abord, c'est un pays, enfin, tout le monde se souvient à ce moment-là, en tous les cas, qui est très ethnocentré. Il ne s'appelle quand même pas l'Empire du Milieu pour rien. Et il en a, je pense, un peu conscience. Comment les Chinois, eux, regardent les Européens au même moment? Alors, je crois que tout passe par la médiation des jésuites, je pense, enfin, une grande partie passe par la médiation des jésuites, puisque les jésuites qui sont donc envoyés en Chine auprès de l'empereur dans leur mission d'évangélisation, utilisent le principe d'accommodation et surtout utilisent l'attrait que les empereurs chinois, les 3 empereurs, éprouvent pour les technologies européennes, l'art européen, les mathématiques, la science. Et donc, ils sont employés par l'empereur de Chine, non pas pour convertir l'empereur de Chine, mais à des fins soit artistiques, soit technologiques. Et l'empereur est très féru, notamment, par exemple, de peinture dans le style européen, c'est-à-dire l'usage de la perspective, quelque chose qui n'est pas du tout connu en Chine, dans l'art chinois, est une curiosité. Au même titre qu'en Europe, la curiosité pour la Chine se manifeste dans les objets d'art. En Chine, auprès de l'empereur, la curiosité pour l'art européen, c'est-à-dire la peinture européenne, pour le travail sur les émaux notamment, sont des curiosités que l'empereur affectionne et il utilise le savoir-faire des artistes jésuites pour développer dans la Cité interdite tout un pan. Oui, je crois qu'il y a même un pavillon, si j'ai bonne mémoire, dans votre ouvrage. Vous dites qu'on a commencé à lui envoyer des cadeaux, donc parfois même des cadeaux qui étaient des chinoiseries, ce qui est quand même assez étonnant, parce que donc les Européens envoient un cadeau parti d'Europe qui est chinoisant à l'empereur de Chine. Et je crois qu'il avait fait construire un pavillon de l'horizon lointain ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. C'est l'empereur Qianlong, effectivement, qui a fait construire un grand ensemble de palais baroques qui sont des trompe-l'œil, des architectures en trompe-l'œil, mais qui abritent aussi toutes les curiosités européennes, c'est-à-dire les horloges, les télescopes, et notamment, vous avez raison de le mentionner, toute une panoplie de la tenture de tapisserie de Beauvais, d'après les cartons peints par Boucher de l'empereur de la Chine. Donc il y a un phénomène de mise en abîme de la chinoiserie qui est créé en France et retourne en Chine, donc absolument. Oui. Il n'a pas considéré ça, enfin les empereurs en voyant arriver, parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on peut dire parfois que la chinoiserie, que vous adorez et que j'adore aussi, dois-je l'avouer, elle a un aspect, même si le mot est un petit peu anachronique, mais elle a un peu un aspect kitsch quand même parfois. Est-ce que parfois l'empereur, en recevant des cadeaux de chinoiserie, donc venant de chez nous, de l'Europe, n'a pas émis au mieux quelques jugements acerbes ou même une réprobation de cette interprétation très fantaisiste et disons-le, quelqu'un qui croirait que la chinoiserie ressemble vraiment à l'art chinois serait un peu déstabilisé s'il voyait aujourd'hui à Pékin à quoi ça ressemble. Comment est-ce que l'empereur il avait parfois pas un regard un peu acerbe là-dessus? Je crois que vous avez raison. Je crois que l'empereur a vu certaines œuvres d'art comme des curiosités. Et surtout, il faut se souvenir de la remarque de Qianlong qui dit à l'issue de l'ambassade anglaise de Lord Macartney à la fin du XVIIIe siècle. Un échec cuisant. Échec cuisant, qui commente justement les cadeaux de l'ambassade et qui dit très clairement tous ces cadeaux sont des colifichets pour les enfants de l'Occident. Ils sont très beaux à regarder et c'est un plaisir de les regarder comme une curiosité dans un cabinet, mais ce sont des colifichets qui n'arrivent pas à la hauteur
de la technologie et de l'art chinois. Bon, d'accord, nous voilà remis à notre place. Alors, vous évoquiez le rôle des jésuites, et ça je crois aussi que c'est un point qui n'est pas forcément connu d'une manière globale. Est-ce que les jésuites ont laissé un bon souvenir? Je ne sais pas. Or, quand même, dans la relation entre l'Europe et la Chine, dire que c'est la cheville ouvrière majeure, est-ce que c'est quand même pas la vérité? Et est-ce que vous pouvez dire comment, très concrètement, avec des titres en particulier, les jésuites ont été la cheville ouvrière numéro 1 et majeure de ce rapprochement Europe-Chine? Oui, je crois que sans les jésuites, on n'aurait pas rêvé la Chine ni connu la Chine. Les jésuites s'installent, avec leur mission, s'installent à Pékin. Et leur mission est aussi de transmettre les connaissances et leurs expériences en Chine. Et il y a toute une série d'ouvrages qui ont été écrits à la fois à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle sur l'Empire chinois, les mœurs, les coutumes, l'agriculture, le gouvernement. Notamment, par exemple, je pense aux Lettres édifiantes et curieuses, à la description de la Chine du père Duhalde, qui à la fois relate la description des jardins impériaux, le système de gouvernement. Tous ces écrits arrivent en France, ils sont aussi traduits dans d'autres langues, donc ils arrivent aussi en Angleterre, avec une certaine méfiance tout de même, mais ils arrivent en Angleterre et ce sont vraiment les jésuites qui disséminent la connaissance sur la Chine. Alors bien sûr, ils ont escamoté certaines choses, au profit justement aussi de leur mission. C'est un discours manipulé, un petit peu. Un discours manipulé, un discours d'accommodation, il n'en reste pas moins qu'ils ont vraiment, ils ont produit des dictionnaires, ils ont donné des connaissances sur la médecine, et ils ont été vraiment les médiateurs, les intermédiaires culturels par excellence, tant dans le domaine des sciences que dans le domaine des arts, de ce qu'était la Chine. Des espions aussi un peu parfois, parce que par exemple, je crois que, bon, on y viendra tout à l'heure, mais concernant la porcelaine, qui était un des objets de fascination de la Chine et que nous ne savions pas faire en Europe. Je crois que l'Europe a finalement connu comment on faisait de la porcelaine parce qu'il y a un jésuite qui a révélé très techniquement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient un peu un rôle d'espion? Oui, mais je pense que les jésuites ont été responsables, mais pour le plus grand bonheur de l'Europe, de cet engouement pour la chinoiserie et du mystère des objets chinois, puisque le mystère de l'or blanc, cette porcelaine, personne ne savait la fabriquer. Je pense notamment à la lettre du père d'Entrecol, voilà, qui essaie d'expliquer, qui passe un certain temps à Jingdenshen et qui essaie d'expliquer comment on fabrique cette porcelaine. Et toutes ces correspondances ont créé une émulation en Europe et ont donné naissance aux manufactures de porcelaine, notamment à Meissen. Donc c'est tout à fait important. Alors d'un mot, bon, on peut dire que leur mission évangélisatrice, elle n'a pas du tout marché. Hein. Je ne pense pas qu'ils ont réussi à convertir la Chine au catholicisme, mais que finalement, leur grand apport, c'est un apport plutôt cognitif. Oui, un apport cognitif. Et puis, du côté de la Chine, ils ont aussi contribué, par exemple, à diffuser la technique de la peinture en trompe-l'œil. Ce sont des artistes qui ont réussi aussi à se fondre, à se siniser d'une certaine façon, à endosser une autre culture. Et ils ont été pour moi, ils ont été vraiment des médiateurs de part et d'autre. Donc le rôle cognitif, le rôle esthétique est très très important. C'est eux qui apportent notamment la technique de la peinture sur émail, par exemple. D'accord. Alors, on parle des rapports de la Chine et de l'Europe, mais enfin, voilà, nous sommes ici en France, nous parlons en français, le livre est un livre français, nous parlons aussi un peu de l'Angleterre. Est-ce que le phénomène de la chinoiserie, de ce goût pour la Chine, il touche tous les pays d'Europe de manière équivalente? Et est-ce que vous pouvez, si tel est le cas, un petit peu illustrer ça, c'est-à-dire, voilà, dans quelques grands pays d'Europe, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous reste comme manifestation de ce goût pour la Chine? Oui, c'est une très grande question. Je vais tenter d'y répondre par quelques points. Tous les pays européens, si tant est que l'Europe est à former, est à définir ici, mais la plupart des pays européens ont été touchés par le goût chinois, l'Italie, les nations germaniques, la Hollande, les Provinces-Unies, l'Angleterre, la France. Elles ont toutes embrassé le goût chinois, mais chacune, ou du moins un certain nombre, avait des spécificités. Par exemple, il me semble qu'on peut faire une différence entre la façon dont les Anglais ont perçu et compris la Chine, l'art chinois, et on crée des chinoiseries par rapport à la France. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, me semble-t-il. En quelques mots, je dirais que les Anglais ont utilisé l'esthétique chinoise, par exemple l'esthétique du jardin irrégulier en Chine, pour nourrir leur philosophie et leur système politique. On sait qu'à partir de 1688, l'Angleterre devient une monarchie constitutionnelle.
Donc l'Angleterre se perçoit comme pays de la liberté, se démarque de la France et de l'absolutisme français, et ce goût de l'irrégularité, par exemple, que l'on trouve à la fois dans les jardins anglo-chinois, mais dans le mobilier que l'on voit ici aussi, avec les décors justement des décors lacustres ou des décors de paysage, ou dans les meubles chantournés, ce mouvement, ce dynamisme est une impression de liberté que les Anglais associent avec leur culture. Du côté de la France, par exemple, l'Ancien Régime est illustré magnifiquement par la personne de l'empereur, le despote éclairé, et donc vient justifier, par exemple, c'est un exemple, vient justifier une appropriation de la Chine par la France. Et le pouvoir absolu. Et le pouvoir donc finalement, absolu. on s'aperçoit que là, dans les deux exemples, c'est intéressant, dans les deux exemples que vous venez de prendre, on voit que deux nations européennes font pratiquement une interprétation diamétralement opposée de la Chine, puisque pour certains, elle représenterait la liberté, par tout ce que vous venez de dire, et les autres, par le personnage de l'empereur, ça légitimerait l'absolutisme, dont en fait vient de se débarrasser l'Angleterre. Donc on fait dire à la Chine ce qu'on veut en Europe. C'est pour ça que l'on rêve la Chine, c'est un matériau, et j'entends à la fois dans le sens plastique et dans le sens philosophique, c'est un matériau, c'est un concept aussi, c'est un pays bien sûr, mais c'est un concept malléable, puisqu'il est filtré par le regard. Donc on se l'approprie selon des critères identitaires, nationaux, politiques, genrés. Alors un ou deux exemples, je pense par exemple au salon Vieux-Lac du château de Schönbrunn, où justement les panneaux laqués du salon Vieux-Lac sont une représentation de Marie-Thérèse d'Autriche et de son mari. Et donc ces panneaux laqués sont encastrés avec des portraits de la famille impériale. Donc il y a une volonté de se fondre dans le miroir, ou du moins de se mirer dans l'autre. Alors, pour différentes raisons, mais donc là, on s'aperçoit que, voilà, que l'identité impériale du souverain est représentée par des objets. Donc, il me semble que chaque pays, et notamment les grandes familles aristocratiques, ont pu utiliser cette image décorative de la Chine, mais à des fins identitaires très précises et très différentes. Alors, de manière très personnelle, par vous concernant, quelle est la chinoiserie subsistant en Europe qui a vos faveurs? Quelle est celle qui vous touche le plus comme ça? J'aime beaucoup le pavillon de Brighton, qui est pourtant vraiment postérieur. Oui, qui est vraiment à la fin 18e, début 19e. Parce que, alors là c'est vraiment un titre personnel, c'est une folie à la fois décorative et architecturale. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que la chinoiserie se mélange à l'Inde, puisqu'on voit que le palais est indien et l'intérieur est dans un décor de chinoiserie. Et c'est assez intéressant pour moi de voir que justement, il y a une sorte de pérennité de la chinoiserie, pardon, même si le goût néoclassique revient. Le goût chinois évolue et il se marie à d'autres goûts exotiques. Donc c'est un de mes palais de prédilection, mais on peut penser aussi... qui représente peut-être un des ensembles les plus vastes. Voilà, les plus vastes aussi. D'accord. Ouais. Alors, on va peut-être aborder la chinoiserie maintenant plus concernant son apport intellectuel. Vous l'avez relié et justifié que votre ouvrage n'allait pas jusqu'au 19e parce que vous vouliez encore rester connecté à l'esprit des Lumières. En termes de valeurs, de catégories, je ne sais comment dire, de concepts intellectuels, qu'est-ce qui a intéressé le mouvement des Lumières dans la Chine? Alors, beaucoup de choses. On peut penser par exemple au mouvement physiocrate qui a puisé dans l'image rurale, dans cette promotion du ruralisme et de l'agriculture chinoise pour justifier ce courant de pensée, par exemple. C'est un exemple. On peut penser aussi donc à la figure du despote éclairé. Quelle est la meilleure façon de gouverner, avec aussi un intérêt marqué pour le respect du confucianisme et comment le confucianisme peut finalement s'exprimer dans la figure absolutiste du monarque. Donc ce sont des concepts par exemple que l'on retrouve. Et tout à l'heure j'évoquais le concept de liberté. La nature, c'est aussi un grand débat philosophique au XVIIIe et au XVIIe, le concept de nature. Comment définit-on la nature? Le concept de nature trouve une force dans cette image de la Chine. Est-ce que la nature est ordonnée? Est-ce que la nature est foisonnante? Est-ce qu'elle est variée?
la nature est-elle une émanation de Dieu ou la nature est-elle dans... Naturelle. Voilà, naturelle. Donc c'est vraiment un concept qui est très très présent, qui est partout. Et la Chine vient alimenter le débat sur cette question. Je ne crois pas dire de bêtises, mais si nos spectateurs se reportent par exemple à l'un des ouvrages les plus connus des Lumières, qui est l'Encyclopédie, il y a des articles relatifs à la Chine de tous les grands philosophes connus. Voltaire a écrit plusieurs fois sur la Chine. Je crois que même en ouverture du siècle de Louis XIV, il dit que... alors que Rome et Athènes n'étaient pas encore envisagées, la Chine était déjà une civilisation. Je crois que Diderot a écrit sur la Chine et Rousseau. Et d'ailleurs, je crois que les deux premiers étaient sinophiles et il me semble que Rousseau était sinophobe. Oui, absolument. Mais en fait, vous avez raison, la Chine permet de relativiser, permet justement ce regard critique. La question de l'Empire chinois, c'est une civilisation qui est plus ancienne que la civilisation européenne, donc ça remet en question les fondements, les soubassements de la culture européenne ou la culture française dans le cas de Voltaire par exemple, qui se pose la question de savoir finalement si un pays qui n'est pas catholique, hein, comment ce pays peut-il fonctionner de façon philosophique et de fonctionner de façon rigoureuse. Donc ça déstabilise le regard, ça crée un débat d'idées, notamment sur le déisme, on parlait de nature tout à l'heure, le courant déiste est aussi alimenté par l'exemple chinois. D'accord. Alors, cette relation se noue, donc on l'a bien compris, par des descriptions, on a parlé de celle des jésuites, des relations, évidemment, mais elle se noue aussi par des biens matériels, comme vous le rappelez, donc page 93 de votre ouvrage, donc Rêver la Chine, et voilà ce que vous dites. Beauté, curiosité et altérité furent trois effets, trois impressions mêlées qui surgirent de la rencontre entre la Chine matérielle et le public européen. Par quels objets par quels objets vraiment emblématiques se noue la relation avec la Chine, comment et pourquoi? Bon, tout à l'heure, on a parlé de la porcelaine, mais je pense même aussi, par exemple, au thé. Voilà. Par exemple, prenons ces deux choses, et la laque. Prenons ces trois choses-là. Voilà. Comment ça permet à cette relation de se nouer et de se matérialiser? Oui. Alors tout d'abord, peut-être juste rappeler qu'on a beaucoup parlé des jésuites, mais il ne faut pas oublier les compagnies des Indes qui ont joué un rôle fondamental justement dans l'arrivée des objets, de ces biens matériels en Europe. Les jésuites ont beaucoup écrit et les compagnies ont ramené beaucoup d'objets. Les premières World Company aussi, on tombe sur le même thème. Et alors évidemment, le thé, les porcelaines et la laque sont certainement les emblèmes de ce faste chinois, de ce faste matériel. Alors le rôle qu'ils ont joué, donc, ce sont des curiosités au départ quand ils arrivent. Le thé est une boisson très très rare quand elle arrive au XVIIe, après elle se démocratise. C'est, à mon sens, ce sont des objets, la laque et les porcelaines, qui ont la particularité de devenir européen, devenir anglais ou français. On associe maintenant le thé à l'Angleterre. Ce sont des objets qui sont perçus au départ comme exotiques, puis qui sont domestiqués, qui entrent dans les intérieurs, dans les pratiques sociales, dans les sociabilités, dans les salons. Et la consommation de ces objets, que j'entends à la fois comme une consommation active et une consommation par le regard, par le geste, par le goût de la texture, ces objets ont à la fois un statut hybride d'exotique, de luxueux, de rare et de curieux. Ils sont dépaysants, mais ces objets permettent le raffinement, permettent d'entrer dans un degré supérieur de sophistication de la société. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est très important. On pense notamment, par exemple, aussi au rôle des femmes. Le thé, les pratiques de laquage du mobilier, qui sont des pratiques amateurs chez les femmes, font partie de la nouvelle culture en fait, du XVIIIe siècle. Et je pense, à mon sens, que la Chine, justement, a contribué à ce développement du raffinement et de la sociabilité. Alors, on peut aussi penser, on n'a pas encore abordé ce sujet, à la littérature. On a un peu évoqué la philosophie, mais cette chinoiserie, elle se répand aussi, du moins en France, je parle pour ce que je connais un peu mieux, dans la littérature. Et de cette manière, quels sont les ouvrages littéraires qui sont emblématiques de la chinoiserie? Par exemple, concernant Voltaire, il y a quelque chose de très important à dire sur lui. Oui, alors Voltaire, L'Orphelin de la Chine, c'est une œuvre majeure pour l'histoire de la chinoiserie et de la Chine littéraire. L'Orphelin de la Chine, déjà peut-être préciser que c'est finalement une réécriture, une réappropriation d'un texte chinois qui a été traduit par les jésuites. Donc on est dans un processus de double écriture ou de réécriture au second degré. Et puis bien sûr, L'Orphelin de la Chine, c'est un moyen de se dédouaner des modèles gréco-romains, des personnages
gréco-romain que l'on avait l'habitude de voir défiler sur la scène théâtrale. À ce moment-là, l'orphelin de la Chine emprunte à l'exotisme, mais l'orphelin de la Chine met aussi en scène un certain réalisme de la Chine à travers des décors qui s'appuient sur des recueils de gravures notamment. Donc l'orphelin de la Chine est à la fois, d'un point de vue de la mise en scène, une plongée dans la modernité, dans une forme de réalisme, mais aussi l'orphelin de la Chine permet des questions philosophiques qui se démarquent de la tradition gréco-romaine. Bien. Alors on peut aussi penser à un autre ouvrage qui est un peu moins connu, mais dont je voulais vous parler parce que vous lui avez trouvé un écho dans la littérature aussi anglaise. Tout le monde connaît évidemment les lettres persanes qui sont peut-être le livre qui donne le signal de départ, le plus visible à l'esprit des Lumières. Mais il y a un livre beaucoup moins connu qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce, mais qu'on peut trouver, je crois, sur Internet, et qui s'appelle, de Pierre-Ange Goudard, qui s'appelle L'espion chinois, l'envoyé secret de la cour de Pékin, et qui lui induit aussi un usage intéressant de la Chine, qui est l'œil neuf. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'usage de la Chine comme œil neuf, et puis la résonance qu'a le livre que je viens de citer, avec un autre ouvrage très important en Angleterre dont vous m'avez parlé avant cette émission? Oui, eh bien écoutez, c'est vrai que le regard chinois, je pense qu'on pourrait partir de cette idée que finalement la Chine rêvée, qu'elle soit chinoiserie littéraire ou chinoiserie matérielle, en fait est une forme d'ornement qui est aussi une fiction. Parce que cet œil neuf, qui est un regard critique en fait sur la société, il fait partie d'une fiction orientale qui permet de débattre des maux de la société. On trouve le même procédé avec le Citoyen du monde, The Citizen of the World, de Oliver Goldsmith, en Angleterre, qui dans les années 1760 rédige un texte qui ressemble aussi à l'espion chinois et dans l'esprit des lettres persanes, d'un Chinois arrivé fraîchement débarqué en Angleterre et qui observe la société. Donc cet œil chinois est un œil critique, est un œil neuf, est une fiction. Ce n'est pas nécessairement une coquille vide, mais on comprend pourquoi le personnage de chinoiserie que l'on peut trouver justement ici sur ces décors, les personnages de chinoiserie peuvent se retrouver dans des fictions. Car ils sont finalement, ils ne sont pas coquilles vides, mais ils sont costumes aussi. On pourrait aussi parler, par exemple, d'un ouvrage peut-être un peu moins connu, mais très intéressant pour resituer le rapport de la chinoiserie avec le boudoir et le règne du féminin. Je pense à La petite maison de Bastide ou à Point de lendemain de Vivant Denon, où les décors qui sont des romans un peu libertins. Qui sont des romans tout à fait libertins, où les décors conduisent en fait l'héroïne ou la protagoniste à ressentir des sensations amoureuses pour notamment Trémicourt. Et le boudoir est mis en évidence. Le décor du boudoir qui est fait à la fois de porcelaine chinoise, de papier peint, de soierie, de lac, contribue à créer un sensualisme, une esthétique sensualiste qui va faire se pâmer la protagoniste. Et donc je crois qu'il faut Donc même la chinoiserie peut servir au libertinage. Au libertinage. Il y a quand même aussi une chose qu'il faut dire, votre ouvrage est un ouvrage complexe, on voit bien à travers notre conversation que vous abordez de multiples facettes de la relation entre l'Europe et la Chine, et il est quand même bon de préciser qu'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs mains. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels ont été les autres contributeurs et à quoi ils ont justement contribué, quel a été leur domaine d'intervention? Oui, mais il y a 4 auteurs dans cet ouvrage. Ce sont les 4 membres de l'équipe du projet ANR Kataya sur les transferts culturels entre la Chine et l'Europe. Alors il y a 2 historiennes de l'art qui sont les 2 conservateurs du Palais des Beaux-Arts de Lille qui ont travaillé, donc Florence Raymond qui a travaillé sur la question des costumes et l'orphelin de la Chine de Voltaire dans cet ouvrage, et Fleur Morfoise qui a travaillé sur les questions des porcelaines et des transferts d'esthétique et de modèles entre la Chine et l'Europe dans cet engouement pour la porcelaine. Et puis il y a Jacques Marx qui est professeur de littérature comparée et spécialiste d'histoire culturelle de l'Université libre de Bruxelles. Et lui s'est intéressé à la question des jésuites et à la question des ambassades commerciales pour aborder en contextualisant les rapports entre la Chine et l'Europe. Et moi, je me suis intéressée à l'aspect culturel, à l'histoire culturelle et sociale. On rappelle que vous êtes universitaire à l'Université de Lille et que vous êtes angliciste, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà, d'accord, très bien. Écoutez, Vanessa Alairac-Fielding, merci infiniment.
de ce voyage à la Chine, comme on disait, au XVIIIe siècle, que vous avez occasionné avec votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Rêver la Chine, aux excellentes éditions Inuenit. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier vraiment Marc Philippe pour nous avoir reçus dans sa galerie et nous avoir permis de tourner au milieu de vraies chinoiseries du XVIIIe siècle. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.